Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact. Juste pour introduire, je vais présenter rapidement la Cité de la RSE et le cadre un petit peu du webinaire et ensuite je céderai la parole à Anaïs et Jérôme. Donc la Cité de la RSE, c'est une émanation en fait de la Fondation ECOS. La Fondation ECOS, elle existe depuis 4 à 5 ans. Elle vise en fait à faire la promotion de l'entreprise responsable. Et pour ce faire, on a décidé de s'implanter dans divers lieux, notamment à la Cité de la RSE et de l'Impact de Toulouse. Ce sont des lieux de rencontres, de conférences, de formation, toujours autour des sujets de la RSE. Mais c'est également, depuis un peu plus d'un an maintenant, un ensemble d'outils digitaux qui sont dédiés au développement de la RSE dans les organisations. Un outil de diagnostic, une interface de gestion de projet et d'indicateurs, une bibliothèque de contenu, un annuaire de mise en relation avec des experts sur l'intégralité des champs de la RSE et un média. Ce webinaire, en fait, il s'inscrit dans le cadre de la programmation de ce média qui se compose également de podcasts, d'interviews, d'émissions. Et puis, lorsque l'actualité sanitaire nous le permet, on organise également des meet-ups physiques à la Cité de la RSE et de l'Impact. On espère bientôt pouvoir de nouveau vous accueillir ici pour des meet-ups physiques. Le sujet du jour, la gamification comme piste d'engagement. Et sans plus attendre, je vais donc céder la parole à Anaïs et Jérôme qui vont pouvoir nous parler plus avant de ce sujet très intéressant et encore pas suffisamment utilisé. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc on est réunis pour parler de la gamification comme piste d'engagement. Et on va voir un peu cet éclairage dans différents moments de l'entreprise. Pour me présenter, donc moi je suis Anaïs Matonnier, je suis cofondatrice d'Olympe, je suis consultante formatrice en marque employeur, expérience collaborateur. J'adore accompagner les équipes à s'interroger sur ce qu'elles ont envie de vivre, partager et bien sûr pour le travail ensemble. Voilà un peu, j'ai différents outils et c'est vrai que toute la notion de ludopédagogie et de ludification en français, du coup, dans le texte, me plaît beaucoup et je fais beaucoup appel à cette notion-là. Donc, c'était intéressant de pouvoir partager. Et donc, je suis accompagnée de Jérôme Tomasi, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Jérôme Tomasi, donc créateur de l'agence Mister Wed. Mister Wed, en fait, c'est une agence d'organisation et d'animation d'événements. Et le cœur vraiment de l'activité, c'est la création de jeux de type escape game, des jeux de piste, des enquêtes policières, enfin, tout type de jeux à énigmes en fait, qui vont s'intégrer pour des événements privés ou pour des événements professionnels, pour accompagner lors de team building, de séminaires, des choses comme ça pour intégrer un peu les nouveaux arrivants, pour rassembler les équipes, etc. Voilà. Donc, il a une vraie expertise au niveau du jeu, donc c'était intéressant, c'est vrai pour moi, de le faire intervenir et d'avoir finalement ce webinaire un peu à deux voix avec deux éclairages et deux compétences différentes pour vous partager quelques bonnes pratiques. Alors, pour démarrer, donc la gamification, donc il s'agit bien d'utiliser les ressorts du jeu, tout simplement, en dehors en fait d'un contexte de divertissement. C'est pas forcément neuf comme sujet, mais on lit bien sûr de plus en plus la notion de bénéfice. Par contre, des fois, pour démarrer, c'est pas toujours simple, et l'idée, c'est de vous partager justement quelques premiers pas, savoir un peu comment l'aborder pour vous encourager à utiliser ce levier-là dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on va partager ensemble rapidement dans l'heure qui suit? Donc, on va faire une exploration du thème du jeu et poser un peu le cadre pour échanger. Et il y aura plusieurs exemples de situations de management. Donc, on va parler un peu de marque employeur, de comment on anime un temps collectif, un temps individuel aussi, créer un esprit d'équipe. Voilà, différentes situations dans le cadre de la vie professionnelle en entreprise pour vous partager déjà quelques exemples et que vous puissiez vous en saisir, soit pour les déployer, soit pour en inventer de nouveaux. Et il y aura un temps de questions à la fin. Alors, explorons ensemble. Je vais démarrer par une question. C'est de savoir finalement qu'est-ce que ça vous évoque le jeu. Donc, je vous encourage à déjà partager dans le chat ce que ça vous évoque quand vous y pensez, comme ça, spontanément. Quelles sont les notions, que ce soit des émotions, des idées, des a priori, des exemples de jeux. Enfin voilà, qu'est-ce que ça vous évoque spontanément? Donc, je vois le partage, la décompression, la collaboration, la compétition aussi, oui. Du plaisir et souvent de la découverte.
réveiller l'enfant libre. Que c'est beau, Catherine. Et oui, ça fait appel à tout ça. Vous avez plutôt un bon a priori sur le jeu. Et si vous êtes là, c'est que justement, c'est quelque chose qui vous parle à la base. Et l'intervention de Catherine est une très bonne transition à cette slide-là. C'est vrai qu'on pense souvent aux enfants. On pense que c'est un terrain justement qui est réservé aux enfants. On pense à l'école. Et ce qui fait que ce n'est pas toujours simple de faire ce grand écart-là et de se dire, OK, on peut amener du jeu en entreprise. On peut vraiment s'en servir aussi à cette mécanique du jeu-là. Certains vont se sentir parfois en résistance en disant, mais enfin voilà, le jeu c'est réservé à la cour d'école, ça n'a rien à faire en entreprise. Nous sommes des gens sérieux et on fait des choses sérieuses puisque nous sommes des adultes. Et c'est vrai, sauf qu'on peut mélanger les deux. Pour poser le cadre, quand on parle de gamification, parce que c'est vrai que finalement, ça peut évoquer beaucoup de choses très, très différentes, la définition qui est donnée par Culture RH, c'est ça. C'est vraiment utiliser les ressorts du jeu, mais dans un autre contexte. Et il y a 6 critères. C'est-à-dire donc le challenge, il y a cette notion en effet de compétition, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou avec d'autres personnes. La notion de règles, et elle est hyper importante parce que les règles ont besoin d'être comprises. L'interactivité. La gamification se nourrit justement de ce lien de coopération et justement de partage social et aussi de feedback. Je fais quelque chose, je sais si je suis dans la bonne direction ou pas dans la direction. C'est hyper important en fait d'avoir cette notion de feedback pour ne pas s'engager et se décourager si on n'a pas pris le bon chemin. Les objectifs quantifiables, important pour savoir se situer sa progression, et la réaction émotionnelle. Parce qu'en effet, quand vous allez utiliser le levier de la gamification, vous allez chercher à aller provoquer une émotion chez la personne, en fait, qui va vivre ce jeu. Voilà. C'est ce qui fait que vous allez vous retrouver. Alors, ce n'est pas toujours une émotion d'ailleurs positive. Hein. Tout à l'heure, on parlait de compétition. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans ce cadre-là. Mais en tout cas, c'est d'aller chercher une émotion. Et j'insiste sur le fait, on en parlera au fur et à mesure, que gamifier, c'est vraiment appliquer un ou plusieurs de ces critères à votre environnement. Ça peut être qu'un seul. C'est-à-dire que pour démarrer, vous n'êtes pas obligé de trouver finalement la structure de jeu qui va réunir l'ensemble de ces critères-là. Donc ça, c'est vraiment important de s'autoriser ça en se disant, ben voilà, peut-être que là, aujourd'hui, je vais utiliser que ce critère-là. Vous êtes déjà en train de gamifier. Il faut savoir qu'en anglais, il existe 2 mots. Il existe le mot « play » pour vraiment l'attitude ludique et de jouer, et « game » pour la structure du jeu. C'est pour ça qu'on parle de gamification. L'idée, c'est de créer en fait une structure qui se rapproche de la mécanique du jeu. Et puis après, vous y mettez à l'intérieur tout ce dont vous avez besoin. Et pas uniquement la partie ludique. Pour vous donner un exemple justement sur une to-do list, de se dire, quelque chose d'aussi simple que la to-do list, ça peut déjà être commencé à gamifier. Pourquoi ? Parce que vous avez un challenge. L'objectif est de la terminer en fait et d'accomplir l'ensemble des tâches. Il y a une règle, c'est-à-dire qui est très simple et qui est comprise par tous, c'est-à-dire que quand vous avez accompli une tâche, vous rayez en fait tout simplement la tâche. Il y a la notion d'interactivité, alors principalement par exemple sur des to-do list collaboratives comme Trello, etc. Ça permet aussi d'échanger sur où est-ce qu'on en est avec les autres, sur son travail à soi et sur le travail en collaboration. La notion de feedback, ok, ça c'est fait. L'objectif quantifiable, c'est important et ça pourrait faire le sujet d'un autre webinaire sur faire des to-do réalistes, justement pour vraiment s'inscrire dans cette notion de spirale du succès. Et la réaction émotionnelle, qui ne ressent pas un plaisir immense à rayer cette fameuse tâche sur sa to-do. Donc, voyez, quelque chose d'aussi simple qu'une to-do list que vous faites pour vous-même ou que vous partagez avec une équipe peut venir vraiment aller chercher différents ressorts du jeu. Alors, à la base, ça vient du marketing. C'est toujours marrant de voir combien beaucoup de bonnes pratiques qui sont aujourd'hui déployées en fait en levier de motivation, d'engagement vis-à-vis des équipes. Il y a déjà eu une exploration sur la partie business. Je pense à l'expérience, par exemple, client, avant de penser à l'expérience collaborateur. Enfin voilà, cette notion de mécanique, de bonnes pratiques, d'aller développer, explorer des nouvelles façons de faire. On est d'abord allé les explorer pour mieux vendre, plus vendre et fidéliser des clients. Et ensuite, en fait, on s'est dit, tiens, c'est hyper intéressant et ça fonctionne bien. Et on applique ces bonnes pratiques-là, en fait, sur la partie interne et fidélisation des équipes. Donc voilà, ça vient du marketing et des jeux vidéo, principalement, la gamification, même si aujourd'hui, spontanément, on pense à la notion de gamification en digital. Mais voilà, je reprends l'exemple de la to-do list, pas uniquement. On peut gamifier largement en offline et je l'encourage à le faire. À savoir que, donc là, c'est bien sûr un début de thématique. Il y a la qualité, il y a la santé. Je pense à Nike qui permet aussi de, par exemple,
partager sa course avec des visuels. On est déjà dans la gamification. On va chercher ce critère d'interaction sociale, d'aller avoir du feedback d'autres personnes, de partager ses performances. Voilà, donc vraiment, et ça peut s'inscrire dans plein de thématiques différentes. Et c'est assez intéressant d'observer justement comment chacun des secteurs peut s'approprier ces différents leviers. Alors, je vais vous poser une autre question. Ça m'intéresse de savoir, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de gamifier certains moments ou certains sujets en fait, dans votre entreprise, au sein de votre équipe. Est-ce que vous avez des freins que vous avez identifiés par rapport, avant de vous partager les bonnes pratiques et les points de vigilance? Est-ce que voilà, il y a déjà des sujets? Est-ce que vous avez déjà testé des choses et finalement ça n'a pas pris? Ou est-ce qu'il y a des peurs ou... Voilà, avez-vous des freins? La timidité, ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident. D'accord. Donc il y a le fait aussi de pratiquer finalement comme une nouvelle méthodologie de travail et la peur de se lâcher dans un jeu. Oui, le cadre, notion de sécurité, elle est hyper importante. Nous, on n'a pas tous finalement le même rapport, le même parcours, les mêmes expériences de jeu. Il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences, donc ils peuvent avoir un a priori. Les croyances du non-sérieux, ça c'est terrible, hein, ces valises-là, on se les trimballe, j'ai envie de dire, un petit peu dans notre inconscient collectif. Et la méthode. Et certains n'aiment pas jouer. En effet, c'est vrai, parce que souvent, pas une bonne expérience. Donc, c'est hyper intéressant ce que vous partagez comme frein, parce que c'est vrai que ce sont des éléments à prendre en compte. On en parlera justement sur la partie point de vigilance de comment on crée ce cadre-là et à quoi il faut faire attention pour se retrouver avec le moins de blocage possible. Avant d'aller interroger Jérôme justement sur ses tips et sur à quoi il fait attention quand il crée, je voulais vous partager justement les bonnes pratiques. On l'a vu, des règles compréhensibles et transparentes. C'est vrai que ça semble, on va dire, compliqué parfois de gamifier parce que on se dit c'est une nouvelle façon de concevoir et j'ai vraiment envie de déconstruire déjà ce premier frein-là pour vous-même. On a parlé de la to-do, donc il y en a quand même beaucoup qui la pratiquent. Quand je préparais ce webinaire, je suis tombée sur une conférence TED en fait, sur le sujet et il explorait le sujet de la gamification autour de l'happy hour en disant un happy hour, c'est déjà un jeu en soi. Alors, du coup, ça paraissait un peu dingue et puis il explique tout ça, c'est-à-dire que les règles sont compréhensibles et transparentes pour tout le monde. Tu viens de telle heure à telle heure, en fait, tu gagnes. Le défi est réaliste, il suffit d'arriver à l'heure. Tu gagnes une conso, on va dire, à moitié prix. Donc le gain aussi et l'objectif, il est très simple et compréhensible de tout le monde. Il y a un feedback direct, tu viens, tu gagnes, etc. Donc voilà, si tu es en retard, le feedback il est direct aussi, c'est pas possible. Il y a l'approbation suite à des objectifs atteints. Donc là, on revient sur cette notion aussi de récompense. Et l'histoire est attractive. Bon, là, on arrive sur quelque chose qui va faire appel tout de suite au plaisir. Donc, c'est vrai que c'était un peu étonnant de prendre cet exemple-là, mais pendant la conférence, j'ai trouvé que finalement, c'était un bon exemple parce qu'il était simple. On se rendait compte, c'est créer vraiment un rendez-vous. C'est hyper important d'être clair en fait sur cette notion de rendez-vous du jeu parce que finalement, ça enclenche la bonne posture aussi pour les personnes qui viennent. En fait, quand on lit les bonnes pratiques, on s'aperçoit que ce sont les bonnes pratiques déjà du management tout court. C'est-à-dire que dans le management d'une équipe, il est important que les règles d'équipe elles soient compréhensibles et transparentes pour tous, que les défis à atteindre, les objectifs qu'on se donne soient réalistes, avoir du feedback de son responsable, l'approbation bien sûr suite aux objectifs qui sont atteints, et l'histoire attractive, c'est à quoi je participe, quel est ce projet-là, et à quoi je sers en fait finalement tout ça, avec cette notion d'interaction sociale et d'équipe. Donc la gamification, c'est rien de plus que de s'intéresser en fait au levier de motivation, et d'aller composer avec son équipe. Vous allez, justement, on en revient aussi sur cette partie-là, c'est pas forcément à vous de créer tout seul le cadre. Vous pouvez construire aussi sur la gamification. C'est notre équipe, elle pourrait se traduire comment? C'est quelque chose que vous pouvez aller interroger. Du coup, sur cette partie-là, au niveau des bonnes pratiques, on s'intéresse forcément beaucoup à la notion de reconnaissance qui va permettre voilà, d'évaluer la notion de progression, le statut et l'interaction sociale. Donc Jérôme, de ton côté, quand tu conçois justement une énigme, une histoire, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne?
personnellement, j'ai toujours le doute, en fait, de savoir si c'est Ouais. si c'est une bonne histoire ou pas. L'intérêt, en fait, c'est vraiment de faire tester plein de D'accord. fois avant de le réaliser et de le proposer pour avoir des retours. Alors, moi, c'est dans le cadre des escape games. Donc, pour rappel, c'est vraiment des jeux d'énigmes pour sortir d'une pièce. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un juste milieu entre des énigmes qui vont être faciles et difficiles, d'avoir une alternance entre ces difficultés pour pouvoir faire participer tout le monde. Après, bon, tout dépend aussi le but de ce jeu. En fonction du projet, on va l'adapter d'une certaine manière ou d'une autre. Tout dépend aussi le brief qui a été donné avant. Et puis en fonction, pendant le jeu aussi, on adapte en fonction des réactions des personnes qui vont toujours réagir différemment parce qu'ils ont tous un profil différent. C'est vrai qu'on se met beaucoup cette pression que quand on fait quelque chose ou qu'on crée quelque chose, que ce soit un format, une réunion, un webinaire, voilà, peu importe ce qu'on crée, on a envie que ce soit parfait du premier coup. Et on se met un peu la pression là-dessus, surtout quand on démarre sur des nouvelles choses. Et je trouve ça intéressant, cet éclairage de s'entraîner, de tester, peut-être même en dehors avec des personnes qui seront concernées. C'est-à-dire que, parce que forcément, il y a cette notion qu'on a besoin de garder sa légitimité et sa posture vis-à-vis parfois de son équipe. Donc, on peut tester ailleurs, on peut en parler. Enfin, c'est vrai que confronter finalement son début de création. Alors là, toi, tu fais des choses qui sont forcément plus grandes, mais même dans le cadre de l'entreprise, pour démarrer sur des petites actions, on va en parler après. J'aime bien cette idée d'aller confronter pour s'autoriser finalement déjà. Et la gamification, c'est aussi ça, c'est encourager le droit à l'erreur, expérimenter, explorer et de dédramatiser un petit peu cette notion-là. Tu en parlais déjà dans ton retour des points de vigilance et vous l'avez abordé justement sur la notion des freins. Il faut faire attention au contexte. Dans n'importe quel contexte, là, si vous avez une grogne sociale ou vraiment des grosses tensions, etc., ça va venir débloquer, mais vous ne pouvez pas dire, bon, allez, aujourd'hui, on fait table rase, on va faire que du team building ou que de la cohésion. Voilà, la notion d'engagement, pour pouvoir l'amener, comme la notion de participation d'ailleurs, ça ne peut pas se décréter, ça se prépare. Et c'est important que ça poursuive un objectif bien précis. Parce que sinon, les gens vont se retrouver à vivre une expérience qui, certes, sera peut-être fun, mais qui n'aura pas forcément de sens pour eux. Et du coup, vous allez perdre en impact. Donc, faire attention au contexte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout gamifier quand c'est difficile dans les équipes, hein, mais je dis qu'on ne peut pas brutalement dire aujourd'hui on fait ça. L'objectif, c'est de trouver le bon cadre en fait pour qu'il y ait vraiment cette appropriation de la structure du jeu, donc de la gamification de ce que vous allez proposer, pour pouvoir justement s'assurer de cette montée en puissance-là, donc d'engager au maximum de monde. Pas toujours simple de faire du 100%, mais d'engager en tout cas le maximum de personnes. Et l'objectif précis, il est très important. Je fais souvent le parallèle avec la communication, c'est-à-dire que souvent, quand vous faites un support de communication, on a envie que ce soit beau, sauf que des fois, le beau, l'esthétique, n'a pas d'impact en fait par rapport à votre objectif de communication. Mais là, c'est pareil. C'est pas parce que ça sera fun ou sympa que ça garantira l'atteinte de l'objectif à 100%. Donc, c'est important d'être au clair avec ça. Voilà, déjà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ensuite, la gamification, c'est un levier, on va dire, complémentaire. Ça ne s'improvise pas. C'est vrai que ça demande un peu, on parlait tout à l'heure de la disponibilité aussi de se dégager du temps pour s'approprier une nouvelle méthodologie. C'est pour ça que c'est important de démarrer par des petites choses pour pas que ça soit non plus insurmontable pour vous. Et chacun démarre en fait à son niveau aussi. C'est important voilà, de se préparer, de se dégager un peu de temps là-dessus pour s'inscrire aussi dans une spirale de succès pour vous, quoi, et que ça vous encourage à aller encore plus loin. Et c'est comme le vélo, hein, le premier coup de pédale est un peu difficile, mais une fois que c'est lancé, vous pouvez avancer sereinement. Et surtout, ne partez pas, je reviens sur cette notion de petit pas, mais sur des jeux très complexes, quoi. Vous embarquez pas dans quelque chose qui est trop gros tout de suite parce que sinon ça va vous mettre en difficulté et c'est dommage. Tu fais attention à des choses en particulier, toi, par rapport à Jérôme, par rapport aux équipes, par rapport aux individus, comment tu vois cette partie-là? En fait, moi, je fais attention qu'il y ait toujours forcément un animateur qui soit présent pour pouvoir gérer, pour voir un peu les différentes personnalités. Le but de faire une animation sur un événement professionnel comme ça, team building ou autre, c'est que tout le monde soit intégré
Oui. et qu'il n'y ait pas de personnes qui s'ennuient ou qui finalement ne s'intéressent pas vraiment au jeu et qui ne va pas appliquer du coup ce qu'on lui demande parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il préférait faire autre chose, je ne sais pas. Mais Ouais. le but, voilà, c'est vraiment d'intégrer tout le monde, que ce soit juste en s'adaptant sur le moment, en voyant qu'il y a quelque chose qui bloque, donc on va essayer de bifurquer, de prendre une autre direction, soit en amont, en vraiment intégrant une personnalisation de l'animation par rapport à l'entreprise, sur l'histoire de l'entreprise, sur un Ouais. événement qui s'est passé. Voilà, le but, c'est de vraiment faire participer les gens de manière à ce qu'ils se sentent inclus et dans l'histoire, et dans l'entreprise, et dans le jeu. D'accord, ok. Bon, mais super, hein, vraiment, la notion de préparation, en tout cas, ressort bien dans ce que tu nous retranscris dans ta façon de travailler. Voilà pour cette partie un peu introductive. On va parler sur différents exemples pour que ce soit le plus concret possible pour vous à partager. On va parler de certaines situations assez pratiques et de marque employeur et d'expérience collaborateur. C'est qu'est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce que vous pouvez faire vivre au quotidien pour que vous puissiez justement apprivoiser ce levier de la gamification. Donc, la première chose, c'est donner du sens. Il n'y a pas plus grand pouvoir que d'aller chercher justement ce levier-là de la vocation. C'est vraiment très fort ça. Et donc, donner du sens au quotidien, mais ça peut être aussi, par exemple, ça sert aussi à ça. La marque employeur, c'est comment j'attire nouvelles personnes, on va dire, dans mon organisation. Et comment on donne du sens? Tout simplement, il y a 3 grands leviers. Le storytelling, donc là, c'est l'histoire que vous allez raconter. Ça permet justement de donner du sens. La mission, si je devais grossir le trait en faisant le lien avec le jeu, c'est vous êtes le héros ou l'héroïne, on va dire, justement de cette grande histoire. Et quel va être votre rôle? Et quand vous abordez justement cette notion d'objectif comme une mission dans une grande histoire et que vous allez faire partie d'une communauté qui est le reste des équipes et que chacun va avoir son rôle, ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus motivant que de dire, bon voilà, ta fiche de poste, ton bureau, ton objectif aujourd'hui c'est ça, etc. Donc, c'est pas de broder, c'est vraiment de donner du sens à l'histoire que vous allez raconter et comment vous allez embarquer les gens là-dedans. Et ça, déjà, pour s'entraîner finalement à déjà visualiser cette notion de gamification dans le quotidien professionnel, finalement, ces 3 points-là sont valables à la fois pour un jeu que vous allez avoir d'équipe, mais vraiment aussi pour embarquer vos équipes au quotidien dans leur travail. Ça, c'est un point qui est assez important et vraiment, la gamification, ça permet de sortir de cette posture-là et de ne pas être uniquement spectateur, mais vraiment d'être acteur et actrice de son quotidien. Et quand on se lève le matin et qu'on sait dans quelle histoire on va pouvoir intervenir, quel va être notre objectif, notre rôle et avec qui on va collaborer et comment, déjà, c'est quand même beaucoup plus clair. Et puis, il y a le côté un peu prendre part à un projet qui est vraiment plus grand que soi. Parce que finalement, quand on est limité à son propre objectif, ça perd souvent du sens. Alors que quand on l'inscrit dans quelque chose de plus grand, ça permet d'éclairer différemment et de donner une autre envergure à son quotidien. Dans cette notion-là de mécanique du jeu, je ferai un petit focus sur la partie onboarding. Un des leviers de la gamification, il y a aussi le côté la chance du débutant. C'est-à-dire que quand vous démarrez un nouveau jeu, par exemple, ou une nouvelle mission, quand c'est simple et que vous réussissez, au-delà de cette notion de spirale positive de succès, ça donne un peu le sentiment divin que finalement, on est au bon endroit au bon moment et qu'on était fait pour ça. Et quand vous arrivez au moment de l'intégration d'une nouvelle personne à créer cette conviction-là, ça vient nouer quelque chose de très, très fort dans la personne, bien sûr, intérieurement, mais aussi entre vous et au sein de l'équipe. Donc, c'est important. Et là, du coup, vous êtes dans une notion de préparation. Vous pouvez préparer ce moment-là pour très vite inscrire la nouvelle personne plutôt qu'elle soit dans son petit costume de petit nouveau ou petite nouvelle qui est toujours un peu inconfortable, de créer, tu es au bon endroit au bon moment et de très vite l'inscrire dans quelque chose, de mettre des petits objectifs, on va dire, intermédiaires pour qu'il y ait vraiment cette notion de réussite qui se mette en place. Et ça, c'est pas forcément compliqué, on va dire, à mettre en place, mais par contre, c'est très puissant. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir à cette notion d'insuffler cette conviction de la chance du débutant. Plus concrètement, il y a aussi cette partie de créer un esprit d'équipe. L'idée, c'est d'aller créer une vision partagée. J'aime beaucoup cette notion de vision partagée parce que je trouve qu'elle enlève la pression du 100% d'accord. C'est-à-dire que quand on met cet objectif-là, qu'on doit être 100% d'accord sur la vision et sur le chemin,
Ça peut aller réveiller des esprits rebelles et des freins chez les personnes et du coup, ça vous empêche d'embarquer, on va dire, les gens, l'équipe, voilà, et les individus en fait à différents niveaux. Donc, on peut adhérer à l'histoire, on parlait de l'histoire tout à l'heure, sans être en totale fusion sur le chemin. Donc, c'est ça qui est retranscrit derrière cette notion de vision partagée. Pour créer un esprit d'équipe, quand vous arrivez dans une entreprise, pour moi, il y a 3 niveaux d'intervention possibles. Il y a le lien entre les individus, le lien en fait entre les équipes et le lien avec l'entreprise. Et en général, quand vous arrivez à faire des actions sur ces 3 typologies de liens, ça va créer engagement, motivation et vous allez avoir un champ d'intervention plus large. Pour donner des exemples, le lien entre les individus, vous pouvez créer des binômes. Déjà, alors ça peut être des binômes de tout genre, soit des binômes de travail avec des compétences communes ou des compétences identiques, soit ça peut être des binômes de travail avec des compétences complémentaires. Ça peut avoir la notion aussi de tutorat, une personne a déjà atteint cet objectif et va m'accompagner moi pour pouvoir l'atteindre, ça peut être encourageant là-dessus. Mais cette notion de compagnons de route, on va dire, et de binôme au travail, ça permet déjà de créer ce lien-là et de vraiment encourager cette notion de motivation et d'engagement. Ensuite, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez définir déjà au sein de votre équipe. Après, il y a ce qu'on appelle les random lunch. Donc là, on est plutôt sur du jeu de hasard. Les random lunch, alors ça dépend des tailles d'entreprise, mais parfois, on arrive sur des tailles un peu critiques où on ne connaît pas tout le monde dans l'entreprise dans laquelle on est. Et c'est tout simplement un rendez-vous qui est identifié et vous allez déjeuner. C'est un peu le déjeuner avec l'invité mystère, avec des personnes qui seront tirées au sort pour juste vraiment créer ce lien-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a un peu le côté mystérieux, un peu surprise, tirage au sort. C'est aussi assez simple à mettre en place. Et parfois, ça crée des rencontres qui ne se seraient pas forcément créées au quotidien dans le déroulé du travail habituel, mais ça va permettre peut-être des nouvelles synergies, une meilleure compréhension des enjeux de chacun. Donc, c'est quelque chose à mettre en place qui est plutôt sympa et qui fonctionne en général assez bien. Le lien entre les équipes, donc le vie ma vie, donc là c'est vraiment cette notion de tour des services, de je découvre la réalité des autres équipes. Ça c'est topissime au moment de l'intégration, mais aussi vraiment régulièrement, parce que finalement une entreprise ça croît, ça bouge, les postes aussi bougent, les fonctions et les enjeux de chacun bougent. Donc c'est important de se remettre à jour régulièrement là-dessus. C'est ce qui permet vraiment de sortir un peu de chacun travailler en silo et vraiment dans sa densité et on fonctionne ensemble parce qu'on est tous interdépendants, souvent dans les entreprises, les différents services, et parfois, ça manque de lien entre les équipes. Donc, les challenges qui sont plus classiques et le team building, bien sûr, ou vraiment cette notion d'alternance entre temps de travail et temps de convivialité pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif de travail, il n'y a pas d'objectif de production. Et voilà, c'est un savant dosage, en fait, entre tout ce qui va être préparé, le jeu de hasard, la notion de temps de travail partagé et temps de convivialité aussi. Et c'est ce qui fait vraiment ce lien-là et qui va crédibiliser le storytelling que vous aurez préparé en amont et l'expérience collaborateur, c'est-à-dire ce qu'on vit vraiment concrètement. Ce n'est pas ce qu'on raconte. L'expérience collaborateur, c'est vraiment ce qu'on vit concrètement au quotidien. Et ce n'est pas uniquement les gros événements, c'est les réunions, mon intégration, elle s'est passée comment ça se passe au quotidien, si je dois travailler avec un tel. Enfin, voilà, donc c'est 3 endroits où vous pouvez activer différentes typologies d'actions qui viennent justement faire appel à la gamification et ça apporte cette convivialité-là. Jérôme, oui, je voulais t'interroger parce que toi, tu vois des équipes qui vont du coup participer à un jeu et j'imagine qu'elles ne s'emparent pas de tes énigmes et de tes histoires et des cadres du jeu de la même manière. Donc, qu'est-ce que tu as pu observer ? C'est vrai que les équipes sont toutes différentes. Il y a toujours des choses qui me surprennent. Mais c'est le but du jeu aussi et c'est pour ça que je fais ça. Quand on crée des choses, on les crée dans un sens et bien en fait, on n'est pas obligé de prendre tous le même chemin pour arriver à l'objectif. Donc on voit que ça part par des chemins différents. Mais après, c'est vrai que moi, en fonction des équipes, il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas du tout. Et du coup, apprennent à se connaître. Donc, il y a beaucoup de timidité. Donc, il faut essayer de les inciter à aller un peu plus vers l'autre pour discuter, pour réfléchir ensemble. Ouais. C'est quelque chose que Après, tu il y a animes, ceux qui ça, justement, quand tu as des Ouais. personnes qui sont en timidité, tu vas les chercher ?
Ouais, je vais les chercher. Alors après, c'est vrai que enfin, moi, sur les escapes, le but, c'est qu'ils trouvent les solutions tout seuls. Mais comme ils se connaissent pas, qu'ils n'ont pas la même façon de réfléchir, Oui, ils sont pas forcément d'accord. Donc après, je les recentre un peu parce que ça peut partir dans tous les sens. Et oui, du coup, voilà, il y a besoin de recentrer un petit peu pour arriver à l'objectif. Après, ce qui est arrivé aussi, c'est que ils se connaissent. Donc du coup, ils prennent ça complètement à la rigolade et ça part dans tous les sens et ils font que parler, ils s'écoutent même plus. Donc là, c'est pareil, on pose le cadre et on recentre un peu le sujet aussi pour les remettre sur, sur le droit chemin, je dirais. Tu le ressens, cette notion de lien qui n'est pas exactement, on va dire, la même au début et à la fin. Par exemple, quand tu es sur un escape game pour prendre un format, un outil qui a un début et une fin, est-ce que tu le ressens que c'est pas la même énergie entre le moment où ils arrivent et le moment où ils repartent? Surtout quand c'est des personnes qui se connaissent pas vraiment, Oui. parce que du coup, ils ont, au début, ils ont forcément un peu de timidité et Mhm. ils savent pas trop comment agir par rapport aux autres. Mhm. Et après, comme ils ont tous travaillé dans un but commun, Ouais, ils ont tous la satisfaction d'avoir réussi l'objectif et voilà, on ouais, sent qu'ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus lâchés ouais. et c'est une ambiance beaucoup plus conviviale qu'au début, qui était un peu plus stressée, en fait. D'accord, ok. Oui, le jeu, en fait, et l'expérience du jeu vient aussi amener ça. Donc, pour les temps collectifs, je voulais vous parler donc de réunions ou d'ateliers de co-créativité. Plusieurs personnes qui doivent travailler ensemble et construire quelque chose ensemble. Donc, l'icebreaker, c'est un très bon moyen de démarrer, soit pour prendre la température ou pour ouvrir en fait le débat. Donc ça, pour démarrer, et je pense que ça peut être un bon exercice justement pour ceux qui appréhendent un petit peu ou qui ont envie de démarrer par une petite activité. Et surtout, je vous encourage à aller participer à des webinaires, à des ateliers, à vous-même à des formations, parce que c'est beaucoup plus simple à animer une fois que vous l'avez vécu et que vous l'avez vous-même expérimenté. Donc, ça passe aussi par ça pour vous aguerrir en fait et pour vous sentir aussi plus à l'aise d'impulser ça. Pour vous donner un exemple, on a créé une formation avec Jérôme justement autour de son escape game sur améliorer sa communication manager. Et donc, dans le cadre, tout simplement, on se retrouve avec des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont vivre une expérience de jeu ensemble dans le cadre d'une formation. Au début de la formation, on montre cette slide-là et on la question, vous pouvez la choisir. Donc ça, c'est des cartes du Dixit, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Le support, en fait, détourné, permet justement d'aller déverrouiller la timidité ou les personnes qui sont pas toujours très inspirées quand il y a une question, une réponse en face, etc. C'est un très bon support pour en dire plus que ce qu'on ne pensait. Donc nous, là, quand on est dans une cadre sur le management, on aborde, voilà, qu'est-ce que le management pour vous, s'il y avait une carte que vous deviez choisir. Mais ça peut être, je l'utilise aussi avec les étudiants en communication, comment voyez-vous votre avenir ou comment vous sentez-vous aujourd'hui. La question, vous avez la liberté, encore une fois, quel est votre objectif? Dans quel cadre vous êtes? À quoi ça va servir? Les icebreakers, il en existe de toutes sortes et certains, c'est juste pour la convivialité. Moi, j'avoue que j'aime bien qu'il y ait une morale, en fait, qu'il y ait bien qu'il y ait un cadre et qu'il y ait un lien avec ce qu'on va voir et ce qu'on va partager ensemble pour que ça soit justement introductif, que ça réchauffe, on va dire, l'ambiance, mais encore en lien avec cette notion-là. Là, vous avez un côté un peu bataille navale, vous pouvez faire deviner par des indices. Enfin, ça peut être vraiment simplement, choisissez une carte de manière très très simple, vous posez votre question, donc vous, ça vous permet juste de préparer la question et le cadre, et après, les gens vont s'en emparer et vont partager. Ils vont expliquer pourquoi cette carte-là. Et ça fonctionne plutôt bien et c'est quelque chose qui est agréable. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'en faire, d'en pratiquer, d'en vivre. Voilà. Là-dessus, je vous encourage en tout cas à vous en emparer. Et ça fonctionne bien en plus en distanciel, parce que c'est vrai qu'il y a des icebreakers qui fonctionnent très bien en présentiel. Ce n'est pas toujours simple en distanciel. Ça fonctionne bien. Ensuite, dans les ateliers de travail, il y a aussi faire appel donc, à l'intelligence collective. Là, vous êtes vraiment dans de la gamification, j'ai envie de dire, pure et dure. Et c'est de réunir des personnes avec un objectif en commun. Et il y a un objectif voilà, à la journée qui est construire. Alors, ça peut être répondre trouver quelque chose, enfin voilà, répondre à des problèmes, trouver des nouvelles solutions ou créer quelque chose. C'est déjà en fait ça, faire appel à la gamification, de réunir des personnes pour atteindre un objectif en fin de journée. Vous êtes déjà dans ces leviers-là. Donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que même si vous avez des freins,
vous avez sûrement été amené à le faire sans même vous en rendre compte et donc vous gamifiez déjà votre quotidien. Ce qui peut exister aussi comme solution pour les réunions, donc là c'est pareil, c'est un sujet à part entière, mais déjà dans des petits tips que je peux donner sur les réunions, mon associé me l'a fait récemment, en plus ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que quand vous avez peu de temps, parce que souvent les réunions, plus on a de temps et plus on le prend, et ça devient inefficace, c'est de créer une contrainte de temps. Donc là déjà, rien que deux choses pour animer différemment les réunions, se dire qu'il y a un premier tour de table où chacun a 2 minutes, 5 minutes, vous donnez une contrainte de temps qui va être le challenge justement à tenir, où la personne va parler de ses sujets ou va balayer, etc., sans être interrompue. Parce que souvent, c'est ça qui est compliqué, c'est les digressions, il y a un tel qui rebondit, ça fait penser à autre chose, on parle d'un autre sujet, et alors là, vous pouvez y passer la journée facilement. Et à la fin, vous n'avez pas atteint votre objectif, donc ça aussi, ça inscrit un sentiment d'échec un peu, et ça peut être désengageant, des mauvaises réunions. Donc, au niveau de la réunion, vous pouvez dire, OK, tour de table, chacun pitch pendant 2-5 minutes, à vous de définir le temps qui est adéquat. Et après, conclut ces 5 minutes en disant, moi, il y a ce sujet-là que j'ai envie de partager, on va dire, en commun, et où ça demande d'échanger. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes là en mode robot et chacun parle, et la réunion, voilà, chacun pitch tout seul. Il manque le volet interaction sociale et objectif commun. Mais ça permet de créer une animation différente. Qui vous permet d'instaurer en fait un autre cadre. C'est un peu sympa, il peut y avoir le côté « Ah, il ne te reste plus qu'une minute », donc c'est aussi assez challengeant, ça va chercher un peu l'émotion d'aller se dépasser, etc. Donc, c'est un bon exercice pour un peu dynamiser. Ça peut être aussi tout simplement attribuer des rôles. Ça, je ne sais pas si certains l'ont expérimenté aussi. C'est pas nouveau en soi, mais je vois que c'est pas toujours appliqué. C'est-à-dire, tout simplement, il y a un maître du temps, quelqu'un qui va animer, qui va justement s'assurer que tout le monde ait bien la parole, que personne ne digresse, recadrer si besoin, et quelqu'un qui prend le compte-rendu. C'est important à définir en amont pour éviter quelqu'un a pris des notes et qu'en fait, non, personne. Donc là, c'est pareil, vous arrivez sur la vocation. Si je devais le gamifier et l'extrapoler, la réunion, donc c'est une histoire, c'est un moment que vous allez vivre. Chacun va avoir son rôle, ou en tout cas, il y a 3 personnes qui vont avoir des rôles, des vocations dans cette histoire pour pouvoir atteindre l'objectif qui est répondre aux différents on va dire, points qui a été prévu en amont dans l'ordre du jour, par exemple. Déjà, de se donner ce cadre-là, ça vous permet d'animer différemment et de faire en sorte d'avoir des réunions aussi qui sont plus efficaces. Vous avez plein d'autres méthodologies pour animer des temps collectifs. Il y a plein de facilitateurs qui développent des outils, facilitatrices aussi. Il y a le Lego Serious Play aussi, qui permet d'engager collectivement, grâce à une méthodologie, une façon de fonctionner avec le support des Lego, pour résoudre des problèmes collectivement. Voilà, il y a des choses que vous pouvez faire à votre niveau et il y a la gamification que vous pouvez faire entrer par des expertises aussi tierces. Et ça peut être intéressant parce que si vous voulez démarrer aussi et vous inspirer et vivre des choses différentes, il peut y avoir ce travail de collaboration-là aussi avec des personnes en externe. Comme moi, par exemple, je fais appel à Jérôme sur la partie création d'énigmes et d'histoires parce que c'est une vraie compétence et on peut gamifier. Et après, vous voyez bien qu'il y a tout un champ de compétences et de niveau d'intervention qui est très, très large. Donc, c'est important de se faire accompagner aussi sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est topissime pour encourager les échanges, parce que vous l'avez dit, des fois on arrive sur des sujets qui sont compliqués, on peut avoir des freins, et vraiment d'instaurer des petits leviers de gamification comme ça en amont ou dans le cadre du moment que vous allez partager, ça permet de libérer beaucoup de choses et des fois, ça permet aussi de favoriser l'adhésion quand vous accompagnez, quand il y a des changements, quand il y a des nouvelles qui ne sont pas toujours évidentes. Être dans la co-construction et apporter, on va dire, des espaces comme ça d'interaction autour de la gamification, c'est hyper pertinent. L'objectif, bien sûr, c'est aussi pour ça que quand on parle de cohésion, on parle beaucoup de sport collectif, parce que si on avait justement cette notion de challenge, de réussite, de chacun à son rôle, à sa place identifiée et de réussite commune, on se rapproche de cette notion d'esprit d'équipe, sentiment d'appartenance. Un point sur la partie point individuel, je voulais vous parler des moving motivators, parce qu'on peut même gamifier en étant à 2. Et ça sert à quoi? Donc, je vais vous donner l'exemple des moving motivators. Donc, ce sont des petites cartes. Vous devez faire un point. Moi, je sais que j'accompagne les entreprises et je les encourage à l'utiliser aussi dans, par exemple, les rapports d'étonnement, parfois pour pouvoir utiliser d'autres typologies d'actions.
Donc là, tout simplement, c'est les motivations intrinsèques. Grande nouvelle, on n'a pas tous les mêmes. Donc, c'est-à-dire que certains vont dire, moi, ce qui est prioritaire chez moi, les 3 prioritaires, ça va être, je prends les 3 premiers au hasard, l'acceptation, la curiosité, la liberté. Vous pouvez du coup déjà avoir ces petites cartes imprimées, demander à la personne, OK, toi, t'en es où? C'est quoi qui est important pour toi? Et dans ce qui est important pour toi, tu te situerais où par rapport à ce que tu vis en fait? Par exemple, si l'acceptation, vraiment, j'ai besoin, ça c'est quelque chose qui est très fort chez moi, d'être acceptée. Dans ce que tu vis au quotidien depuis que tu es arrivé ou même si ça fait longtemps que tu es là, comment tu situerais en fait cette motivation-là en termes d'accomplissement dans ce que tu vis en fait. Et déjà, vous allez voir le fait de bouger en fait. Il y a aussi ce côté kinesthésique qui est hyper intéressant à explorer en gamification. Ok, donc ça c'est plutôt très bien. La curiosité, c'est plutôt là, je m'embourbe un peu, j'alimente plus ma curiosité. Ok. Et même vous, visuellement, dans votre posture d'animer ce point individuel-là, vous allez voir les choses différemment. Ça va enlever ce côté un peu, quand vous êtes en tête-à-tête, il y a ce côté un peu conflit en fait qui est sous-jacent. Et parfois, en plus, quand on doit parler de sujets compliqués ou que vous devez être dans un cas de recadrage, etc., il peut y avoir des émotions négatives. Ça permet vraiment d'apaiser, on va dire, cette notion de relation et d'aller l'explorer différemment, tout en disant vraiment les choses et tout en les explorant concrètement. Il ne s'agit pas de détourner l'attention. Il s'agit de vraiment utiliser un outil qui permet tout simplement d'encourager cet échange-là. Et ça, c'est vraiment les Moving Motivators, c'est assez intéressant à explorer. Alors, celui qui a créé ça, on a fait vraiment, il y a une notion de mode d'emploi après qui est très approfondie. Mais déjà, je reviens sur cette notion de premier petit pas. Vous pouvez les imprimer et les utiliser dans votre quotidien. Vous les appropriez avec votre équipe de manière assez simple sans utiliser toute la méthodologie. Vous pouvez faire aussi... alors, j'aime pas le mot petit parce que ça donne le sentiment que du coup, on n'exporte pas quelque chose de plus ambitieux parce que ça a un vrai impact. Mais on va parler vraiment de premier pas. C'est un premier pas, c'est pas je prends un outil ou une méthodologie et j'utilise tout. Vous pouvez démarrer sur la première marche et ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, je voulais vous parler des 3 C. Donc, CC, creuser, continuer. Ça, c'est pareil, c'est une méthodologie, vous faites 3 colonnes. Vous devez faire un point avec quelqu'un. OK, dans ce projet-là ou dans notre façon de collaborer ensemble, après, tout dépend de votre objectif. Selon toi, et ça peut être quelque chose qui est rempli aussi en amont, qu'est-ce qui doit cesser, qu'est-ce qu'on doit creuser, approfondir et qu'est-ce qu'on doit absolument continuer. Donc, c'est une autre façon aussi de faire. Ça peut être sur un tableau, ça peut être sur une feuille. J'en parle dans le 3e point sur la notion de dessiner, faire dessiner. Sortez des fois les choses de la tête, de la bouche, en fait, et mettez-les dans la vraie vie concrètement, on va dire. Ça permet aussi de cheminer différemment et de voir les choses différemment. Là, moi, je vois sur un état des lieux que je suis en train de faire dans une entreprise, je m'en sers dans cette notion-là, rien que sur l'organigramme. OK, avec qui tu travailles, de qui tu dépends, quelles sont les interactions. Et je dessine et en fait, la personne, je vois bien, elle chemine différemment, elle va rebondir aussi parce qu'elle va voir mon trait, elle va dire, ah, le trait, il n'est pas exactement comme ça. C'est un très bon support. On se retrouve à parler des vraies choses. C'est juste qu'on a des outils qui nous permettent de parler de manière plus profonde et d'aller justement explorer et lever cette notion de timidité, de frein, parce qu'on n'est pas toujours habitué. Je sais qu'on a des coachs qui abordent beaucoup ce sujet de l'intelligence émotionnelle, etc. C'est pas simple. Donc, d'avoir des outils de gamification, ça permet d'apporter cette convivialité-là et de favoriser ces échanges et de dépasser ces freins. Donc, vraiment, je vous encourage, et d'ailleurs, ça peut être aussi un premier step. Parfois, c'est plus simple de démarrer avec une personne en direct le sujet de la gamification plutôt que de commencer à en parler devant 10 personnes sur une grosse réunion ou pas. Donc, familiarisez-vous avec tout ça. Je vais vous parler de formation très rapidement aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi, on a parlé tout à l'heure de ce que ça vous évoquait. Moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi votre rapport au jeu par rapport à ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était plutôt individuel, plutôt collectif? Est-ce que ça s'est bien passé? Quel est votre rapport aussi peut-être à la compétition? Il y a des personnes, ça les motive, d'autres, ça les écrase. Parmi les personnes qui sont là, ça m'intéresse d'avoir vos retours. S'évader, oui, on en a besoin. Ouais. Ça permet, encore une fois, je disais, d'ouvrir juste le champ des possibles et de parler de nouvelles choses tout en étant très focus sur l'objectif individuel et collectif. Et oui, c'est vrai que la compétition, on n'a pas tous le même parcours là-dessus. Donc, c'est pour ça, vraiment, c'est pas le premier step que j'encourage à faire, cette notion de gamification avec la compétition, parce que c'est très sensible.
Ça vous demande d'être très au clair avec comment vivent les gens. Ça vous demande d'être encore plus vigilant et vigilante là-dessus. Donc, on peut gamifier sans être dans la compétition, même si ça peut faire des choses plutôt sympas. Ok, donc oui, la notion de lien et la timidité. C'est vrai que pour pouvoir échanger avec un groupe qu'on ne connaît pas, etc., c'est plutôt efficace. La conclusion un petit peu de ces réflexions-là et de ce que je lis et de ce que je vois, on va dire aussi en entreprise, c'est que cette expérience de jeu, à partir du moment où elle allie pratique et plaisir, et j'insiste sur le plaisir parce qu'on l'a vu, des fois il y a des choses qu'on peut vivre de manière difficile. Un jeu, ça peut être long, un jeu, on peut ne pas réussir. Donc, je parle vraiment de cette notion de pratique et de plaisir. En formation, franchement, c'est incontestable, ça favorise une meilleure mémorisation. C'est assez fou, en fait, de voir ça. C'est hormonal. Alors, je ne vais pas partir sur quelque chose aussi sur les neurosciences et les hormones, mais tout simplement, la notion de plaisir, elle va enclencher la délivrance de dopamine et ça a un impact vraiment direct sur la mémorisation, sur l'ancrage. Je l'avais vu dans les commentaires tout à l'heure aussi, cette notion d'ancrage. Sur la motivation, sur l'engagement, donc d'aller appuyer, on va dire, sur ce bouton-là, c'est vraiment très pertinent. Alors, pour plein de sujets étant collectifs différents, mais vraiment plus particulièrement encore pour l'animation de formation. Au niveau de la partie des outils, là, c'est pareil. C'est pas obligé de tout inventer tout seul. La crise a eu cet effet quand même, on va dire, pour le coup, bénéfique, parce qu'il y en a eu quand même, d'accélérer le développement des outils en ligne pour pouvoir interagir et pas tous s'endormir, chacun en visio pendant nos réunions. Donc, il y a Klaxoon, il y a Kahoot, il y a des choses qui existent, qui sont assez simples, il y a des équipes qui vous accompagnent pour vous les approprier. Moi, je m'en sers justement aussi avec les étudiants en communication sur des points, et c'est là où il faut être clair, par exemple, sur un objectif. Quand vous devez aborder des stats, en général, ce n'est pas un moment très funky. La notion de chiffres, etc., voilà. Vous pouvez faire des sondages. Ça peut être des quiz. Alors, le quiz, il y a la notion de compétition. Après, c'est à vous de doser. Est-ce que c'est une compétition avec soi-même et du coup, si on n'a pas répondu comme il faut, on n'est pas obligé de le partager avec les autres. À vous d'aller mettre les indicateurs au bon endroit par rapport à là où vous êtes. Mais ça peut être tout simplement des sondages. C'est-à-dire que les sondages, là, il n'y a pas cette notion de bonne ou de mauvaise réponse. C'est selon vous, quel pourcentage sur tel type de, je sais pas, de sujet, je n'ai pas forcément la question prête en tête, mais ça vient interroger. Les personnes sont beaucoup plus motivées à répondre parce qu'elles se disent il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et vous, ça vous donne une indication sur, OK, au niveau du groupe, quelle est la perception? Et ça, c'est assez intéressant. Pour les différentes activités, ça peut être aussi sur la partie offline. Quand vous devez justement avoir des nouvelles compétences, il faut classifier, par exemple, les bons outils. Là, c'est pareil, c'est du papier, vous imprimez des choses. Plutôt que de dire, voilà, pour tel objectif, c'est tel outil ou tel choix, vous pouvez faire lever les gens, les séparer en équipes, les faire justement classifier. Ça vous permet de sortir du côté un peu descendant et de cette posture de formateur et de formatrice qui n'est pas toujours la plus adéquate. Elle est importante, mais elle ne peut pas être sur du 100% descendant. Et vous êtes déjà en train de gamifier sur un sujet qui, en soi, classifier des outils n'était pas forcément hyper sexy. Et finalement, là, il se passe quelque chose. Et le fait de bouger, de réfléchir avec les autres, d'écouter les autres réfléchir aussi, ça, c'est hyper important. Ça permet de cheminer et c'est quelque chose qu'on peut vraiment observer. Nous, on l'a vu avec Jérôme sur le format de l'Escape Game, le fait d'expérimenter, d'avoir ce temps-là, de voir les autres parler à quelqu'un qui doit interagir avec lui, d'observer combien les personnes n'ont pas la même réflexion que nous. Et en plus, dans le cadre de l'Escape Game, vous devez expliquer votre raisonnement pour que la personne comprenne comment s'en sortir. Donc, c'est assez fort, c'est très puissant et ça vient vraiment enclencher des choses et on repart toujours avec des personnes qui se disent ah, ok, là vraiment je savais, mais là vraiment j'ai compris un peu presque avec mon corps, quoi. Et ça va ancrer vraiment cette notion là. Et donc la notion d'activité, elle est hyper utile, online, offline, mais là on est sur vraiment en effet on est sur quelque chose aussi qui peut être plus important. Donc démarrer avec les outils en ligne, c'est une très bonne idée. Toujours se poser la question de l'objectif quand même et dans quoi je m'inscris. Parce que un nuage de mots qui débarquerait un peu comme ça, ça peut aussi peut avoir le côté le cheveu sur la soupe, quoi. Donc, posez-vous ces questions-là. Mais ça permet aussi de s'aguerrir là-dessus. Et après, quand vous démarrez, voilà, vous pouvez le réinstaurer assez facilement.
Il y a un petit temps d'appropriation, hein, je vous avoue, sur Klaxoon quand même. Moi, j'ai mis un petit temps pour m'approprier les outils, mais une fois qu'on y est, qu'on y a mis le nez, c'est intéressant de s'en servir sur plein d'activités. Ça peut être temps individuel, temps collectif, formation, enfin là-dessus, vous pouvez faire pas mal de choses assez différentes. Et pour revenir sur le cadre de la formation, du coup, s'entraîner en dédramatisant. C'est hyper important. Justement, là, les timides, ceux qui ont peur de se planter, etc., vous allez les embarquer avec ça. Parce que vous aurez posé le cadre collectif, donc ça, c'est dans la préparation, et sur le moment, vous êtes dans l'attention de perdre personne. Et quand vous faites ce boulot de préparation plus d'animation, c'est franchement le jeu, moi je vois des gens se révéler en fait, dans des temps collectifs, etc., des personnalités un peu timides, et à partir du moment où vous offrez ce cadre-là, il y a des personnes qui se révèlent. La personne qui ne parle pas, moi je le vois aussi en Lego Serious Play, hein, comme toutes les personnes vont s'exprimer, ben là, ce n'est pas ceux qui parlent plus fort qui vont avoir le plus d'impact. C'est vraiment chacun, ça atténue le leadership, et la gamification de manière générale apporte beaucoup ça. Un dernier volet sur la partie de formation avant de conclure, c'est aussi, il peut y avoir, alors toujours pareil, à faire avec subtilité, mais c'est pour quand même éclairer ça, ça existe hein, surtout sur la formation à distance, avec les systèmes de récompense pour suivre sa progression. Ça permet de savoir où on est. Je pense à Open Classroom, où vous avez cette notion de progression, de où est-ce que j'en suis dans ma progression. À la fin, j'ai un badge que je peux communiquer avec vraiment sur LinkedIn, donc il y a cette notion d'interaction sociale, de statut, de besoin de reconnaissance et de partage. Donc, il peut y avoir aussi un système comme ça qui permet de créer l'engagement. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme tout. C'est comme aussi de créer des jeux qui sont sur la longue durée. Ça va vous demander, vous, plus d'efforts à animer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme tout. Comment on fait pour pas que ce soit un soufflet qui retombe, c'est que ça demande d'animer régulièrement. Donc, mon conseil pour démarrer, c'est de s'aider sur des outils, démarrer sur des petites activités avant de penser vraiment gamification globale de ma façon de travailler et de collaborer avec mon équipe. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est que pour conclure sur la partie formation, en images, si je devais résumer tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ça. C'est que le fait de prendre du plaisir, ça permet vraiment d'améliorer l'ancrage des nouvelles compétences, et peut-être qu'un jour, on pourra apprendre comme ça, juste avec ce petit bonhomme et ses petites mains, sur plein de nouvelles notions, ça serait extraordinaire. Pour conclure, du coup, au niveau des différentes bonnes pratiques, on l'a dit, faire attention au contexte, définir un objectif précis. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous souhaitez atteindre en fait comme objectif. Bien préparer, démarrer petit. On l'a vu tout à l'heure, un ou plusieurs critères du jeu. Pas forcément les 6 d'un coup, un seul, démarrer. Et puis après, au fur et à mesure, vous montez en puissance, etc. Vous allez voir, c'est intéressant. Et se former et vivre différentes expériences. Vraiment, c'est beaucoup plus simple aussi pour vous. Il existe maintenant pas mal de webinaires et d'ateliers aussi pour pouvoir les vivre. Et c'est beaucoup plus simple après cette notion-là. Jérôme, est-ce que tu as un dernier tips, un dernier mot à nous partager dans ton travail, dans la façon dont tu bosses, pour justement que les encourager à prendre ce chemin de la gamification dans leur quotidien? Non, mais déjà, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Et puis, non, amusez-vous. Le but, c'est vraiment de se servir de tous ces outils qui sont là pour nous donner du plaisir, mais qui nous permettent aussi d'apprendre pas mal de choses. La gamification, c'est quelque chose à différents niveaux qui va permettre vraiment de faire avancer. N'hésitez pas, n'ayez pas de frein par rapport à ça. C'est que du plaisir, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que cette notion de plaisir, elle est importante, et je pense que c'est toujours pareil, on revient sur le sujet de l'exemplarité. Mais si vous, déjà, vous avez plaisir à le faire et à l'animer, j'imagine que ça doit se ressentir aussi pour l'équipe. Il devait y avoir une seule phrase, et c'était le jeu, vraiment, c'est tout ce qu'il fait sans y être obligé. Et c'est là où vous allez, avec cette notion de plaisir, mais tout en restant dans le cadre, hein. C'est pas la cour de récré, justement. On est vraiment dans ce contexte professionnel avec des objectifs et de créer de l'engagement. Vraiment, j'espère que toutes les petites graines qu'on a disséminées entre les partages de l'expérience de Jérôme au travers de ce qu'il conçoit comme jeu et quelques exemples en entreprise, vous encouragera à le faire en tout cas.